Bonjour à toutes et tous. Merci de prendre part et d'assister à cette première table ronde de la journée sur le thème du réchauffement climatique et de ses conséquences en matière de sécurité. Il y a deux tables rondes qui vont se succéder ce matin. La première, qui va se dérouler d'ici quelques instants, concerne les conséquences du réchauffement climatique en matière de sécurité et notamment de sécurité civile. Et elle sera suivie à 11 h d'une deuxième table ronde qui est consacrée au réchauffement climatique, mais à ses conséquences sur les flux de population et notamment les flux migratoires, et où on examinera plus précisément la notion de réfugiés climatiques. Concernant la table ronde de ce matin, avant de vous présenter nos intervenants, je rappelle qu'elle est diffusée en version bilingue et que si vous souhaitez accéder à la traduction en anglais, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran, de revêtir ses écouteurs de téléphone portable et ensuite vous bénéficierez de la conférence en traduction simultanée en anglais. Alors concernant la table ronde de ce matin consacrée donc aux risques majeurs liés au réchauffement climatique et à leurs conséquences sur la sécurité intérieure des États et notamment de la France, je vous présente nos intervenants. Nous avons un intervenant qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, donc je commence par lui, qui est David Salas-Imelia, qui est chercheur au CNRS, qui travaille notamment à Météo France. Il a enregistré une vidéo que nous ne pourrons pas diffuser ce matin pour des questions de délai, d'agenda, de durée de cette table ronde. Néanmoins, elle sera accessible sur le site de l'IHEMI. Je crois, je parle sous le contrôle de M. Lalam au premier rang, mais que l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur dispose d'une chaîne YouTube qui pourra relayer cette vidéo. Et ensuite, pour nos intervenants, nous allons commencer par d'abord écouter le professeur Colombier qui est à ma droite, qui est directeur scientifique de l'IDRI. Nous écouterons ensuite Madame Toubiana, qui préside la European Climate Foundation. Nous aurons ensuite les interventions des préfets Thirion et Gustin, qui sont respectivement directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et directeur de cabinet du ministre des Outre-mer. Mais je crois que vous avez été également, vous l'avez confié, préfet du département de la Guadeloupe. Et donc vous avez exercé cette fonction de préfet Outre-mer et vous avez dû faire face à des changements, aux conséquences du changement climatique. Nous aurons également l'intervention de Madame Sheila Duarte, donc, qui est chercheur à l'IHEMI précisément, qui nous livrera le retour d'expérience d'un projet que vous avez mené, le fameux projet April, donc vous nous en direz quelques mots. Et enfin, nous écouterons le colonel Boilam de la Gendarmerie nationale pour nous parler de la manière dont la Gendarmerie nationale a fait face à une catastrophe naturelle particulière, la tempête Alex. Et donc nous aurons ainsi mené cette table ronde qui se terminera aux environs de 11 h. Alors, sans plus attendre, je me tourne d'abord vers vous, professeur Colombier. Je rappelle que vous êtes le directeur scientifique de l'IDRI. J'avais plusieurs questions à vous poser. D'abord sur le rôle de l'IDRI, nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'IDRI. Et plus généralement, je crois que vous menez des actions assez concrètes en matière de développement durable et de promotion des politiques publiques de développement durable. Si vous pouvez aussi nous en dire quelques mots pour lancer le débat. Et ensuite, je me tournerai vers Madame Toubiana pour parler aussi des initiatives qui sont menées pour faire face au réchauffement climatique, des organisations qui sont mises en place, notamment au niveau supranational. Mais d'abord, professeur Michel Colombier, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Alors, très rapidement, d'abord, qu'est-ce que c'est l'IDRI ? L'IDRI, c'est ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire c'est un groupe de recherche indépendant, mais dont la vocation est essentiellement de répondre à des questions qui sont des questions, comme vous l'avez dit, pratiques, politiques, telles qu'elles se posent, et d'apporter des solutions et d'essayer de diffuser ces solutions, évidemment, au sein de la société. Alors, je dois dire que j'ai à ma gauche la fondatrice de l'IDRI, donc c'est un petit peu gênant d'en parler devant elle. Mais aujourd'hui, c'est un groupe d'une 50aine de personnes, mais en fait, c'est surtout un réseau mondial. On a des correspondants dans une 40aine de pays, beaucoup de chercheurs associés en France aussi, etc. Et c'est un institut qui travaille, donc, et c'est important pour le sujet d'aujourd'hui, vraiment en multi-échelle, c'est-à-dire qu'on travaille sur des questions très locales et on travaille sur des questions très globales, notamment avec Laurence.
et aussi avec des acteurs extrêmement différents. Donc bien sûr, l'IDRI s'est d'abord tourné vers la construction des politiques publiques, mais aussi vers la décision privée, la décision dans l'entreprise, et aussi dans la question des relations avec la société civile, avec la construction des politiques. Et donc c'est un peu le réchauffement climatique ou les conséquences du réchauffement climatique qui ont été à l'origine de votre initiative C'est d'une façon plus large l'ensemble des grandes questions d'environnement qui aujourd'hui ne peuvent se traiter qu'au niveau global. Donc c'est bien la recherche d'un instrument aussi pour aller questionner les questions de gouvernance globale. Alors c'est le changement climatique, bien évidemment. C'est aussi la biodiversité, il ne faut pas l'oublier, c'est tout aussi important. Et les deux sont extrêmement connectés, bien évidemment. Et la connexion avec les questions de développement, notamment parce que sur un sujet comme aujourd'hui, on a évidemment des pays qui sont beaucoup plus vulnérables que nous. Et on a une connexion très forte à faire entre les questions de développement, les choix de développement et ces questions environnementales. Réchauffement climatique, biodiversité, protection des océans. Protection des océans. Et quelles sont vos grandes inquiétudes alors quand on voit ces changements? Parce que je comprends que ces inquiétudes motivent aussi les actions qui sont les vôtres. Quels sont les grands facteurs d'inquiétude en la matière? On a beaucoup parlé du rapport du GIEC, du fait qu'on devait s'attendre à des évolutions qui sont assez terrifiantes d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous inquiète en tant que chercheur? Alors, il y a deux niveaux de réponse. On peut être inquiet parce que nous disent les scientifiques. Les scientifiques nous forment des alertes depuis un certain nombre d'années, des alertes qui sont de plus en plus précises sur un certain nombre de problèmes qui sont créés par notre type d'industrialisation, de société, notre façon de créer de la richesse finalement. Et les scientifiques nous alertent sur la non-durabilité de ces solutions. Donc la non-durabilité, ça veut dire que c'est aussi bien un questionnement pour nous, ça veut dire que notre richesse actuelle, on ne peut pas la reproduire comme ça, mais c'est aussi évidemment un questionnement sur la promesse qui est faite à l'ensemble du monde de pouvoir progressivement accéder à une forme de richesse ou de prospérité, qui est la promesse qu'on a faite en fait, depuis 50 ans à l'ensemble de la planète. Et donc la vraie question qui est posée en fait, c'est comment on peut trouver d'autres formes de prospérité. C'est à la fois des changements techniques, c'est à la fois des changements d'organisation, des changements politiques, de sorte qu'on ait une offre politique qui soit acceptable sur l'ensemble de la planète. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas juste un problème, évidemment, pour nous, c'est un problème qu'on doit trouver des solutions et un langage qui soit aussi un langage adapté à des pays qui, aujourd'hui, sont dans la pauvreté et veulent naturellement accéder aussi au développement. On va revenir dans un instant, et je vais revenir vers vous sur ce qui peut être fait, les actions qui peuvent être conduites, les solutions que vous envisagez, notamment en matière de développement durable. Avant cela, je voulais donner aussi la parole à Laurence Toubiana et faire alterner vos prises de parole, parce que je voudrais m'appesantir quelques minutes sur les conséquences du changement climatique et du réchauffement climatique. On considère parfois, peut-être à tort, que les conséquences ou les principales conséquences du réchauffement climatique sont déjà connues. Et qu'au fond, on prolongerait des conséquences déjà connues en les intensifiant, en disant par exemple la montée des océans, c'est une conséquence connue et elle va s'intensifier, s'accélérer. Mais la question que je voulais vous poser à vous précisément, Madame Toubiana, c'est est-ce que toutes les conséquences sont connues ou est-ce qu'on doit s'attendre à des conséquences qui sont encore inconnues et qui pourraient apparaître dans les années à venir? C'est une très bonne remarque parce qu'il y a à la fois le rapprochement de l'horizon temporel de ces catastrophes climatiques qui est maintenant très près de nous, puisqu'on en voit déjà évidemment les manifestations, donc les phénomènes connus dont on réfléchit aujourd'hui, parce qu'au fond c'est ce qu'on sait faire, sur l'intensification des tempêtes, les phénomènes justement de sécheresse, etc., où là on a un facteur d'accroissement et qu'on commence évidemment à observer. C'est vrai pour l'intensité en particulier des inondations qui sont encore là. La saison des tempêtes n'est pas finie, et quand on regarde l'engagement des assureurs juste à l'été, donc avant même le mois de septembre, il y avait déjà 40 milliards de dollars qui avaient été dépensés par les assureurs pour assurer ces événements extrêmes, sans qu'on ait encore septembre et octobre, là, avec en revanche malheureusement toutes ces inondations dans les pays d'Asie auxquels on assiste. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose et évidemment les modélisateurs du climat le disent très bien. Il y a aussi, parce que c'est un problème systémique et qui touche tous les éléments du système climatique mondial, il faut s'attendre, en tout cas c'est des hypothèses quand on regarde les scénarios de l'IPCC, à des événements qui sont de nature inconnue. Parce que, à la fois qui ont peut-être une probabilité très faible,
c'est ce qu'on appelle un peu les queues des modèles, des scénarios que le GIEC a donc présentés, mais qui peuvent, avec une faible probabilité, avoir des conséquences systémiques tout à fait bouleversantes. Alors on a beaucoup parlé des questions des courants, du jet stream et de la manière dont ça peut impacter, par exemple, le climat européen. Mais il y a beaucoup d'autres éléments dont on va se dire, oui, il y a peut-être un signe noir au sens de l'événement les événements ou la série d'événements systémiques. Et c'est peut-être ça qui est très frappant dans toute cette réflexion. On est encore à un moment où on traite événement par événement et où pour les spécialistes que vous êtes de sécurité civile ou même pour les forces militaires, on regarde chaque problème. Or, de fait, ce changement climatique, on voit qu'il introduit des changements qu'on perçoit encore difficilement, systémiques très profonds. Et on n'est pas du tout préparé à cet aspect systémique du changement climatique et de l'adaptation d'ailleurs. Donc on est aujourd'hui un peu coincé dans voilà ce qu'on sait faire quand il y a une tempête, voilà ce qu'on sait faire quand il y a une sécheresse, on n'arrive pas à... Et au fond, la pandémie qu'on vient de vivre nous fait dire, bon, si on réfléchit systématiquement, c'est un peu différent. Et justement, une question qui me vient en vous écoutant et que j'adresse aussi au professeur Colombier, qui est un peu une question pour tous les deux, c'est comment est-ce qu'on identifie des conséquences qui ne sont pas encore connues? Comment on travaille quand on est chercheur, quand on est dans une fondation comme la vôtre, pour parvenir à identifier des conséquences du réchauffement climatique qui, par définition, ne se sont pas encore dévoilées et comment vous arrivez à anticiper des ruptures? Alors, il y a plusieurs choses. On peut le faire. On a travaillé à un moment donné, peut-être pour reprendre un cran en amont. Sur le changement climatique, il y a quand même vraiment deux types de réponses. Une dont on ne va pas parler là, mais qui est importante, c'est ce qu'on appelle les politiques d'atténuation. C'est-à-dire qu'on essaye de réduire la vitesse à laquelle ce changement peut intervenir et l'intensité de ce changement. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on travaille à l'IDRI. Et l'autre question, Laurence a donné le mot, c'est l'adaptation, c'est-à-dire comment on peut se préparer. Alors pourquoi c'est important? Parce que d'un côté, les impacts, c'est-à-dire l'intensité des sécheresses, l'intensité des ouragans, etc., c'est quelque chose qui va dépendre de ces fameuses politiques d'atténuation, c'est-à-dire du fait qu'on mette plus ou moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc votre question est sur quels vont être les impacts, comment s'y préparer. Mais en fait, ce qui est extrêmement important dans l'interface entre ces impacts et les conséquences en matière de sécurité, en matière de crise, etc., c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. C'est-à-dire l'exposition des sociétés aux impacts que le changement climatique crée. Alors très précisément, on ne peut pas deviner tous les signes noirs qui vont arriver dans l'avenir, ou alors il faut demander ça à Madame Irma, mais pas à des scientifiques. Ce que les scientifiques nous disent, par exemple sur l'Europe, ils nous disent on a un système climatique qui peut évoluer de façon chaotique. Chaotique, ça veut dire qu'il peut partir dans des directions qu'on ne peut pas probabiliser aujourd'hui. Alors ils peuvent par contre nous les caractériser. Et un exemple de ce qu'on a fait sur des sujets comme ça a été de travailler notamment avec des industriels, mais aussi avec des collectivités territoriales, pour essayer de repartir dans l'autre sens, à partir de la connaissance de leurs activités, de leurs systèmes, notamment par exemple systèmes en réseau, qui sont souvent très fragiles, qui sont des aspects systémiques, de comprendre quelles peuvent être les expositions à des questions climatiques de ces systèmes-là, où est-ce qu'ils ont déjà révélé des vulnérabilités, et ensuite d'essayer d'anticiper justement pour aller rechercher de l'information dans des modèles sur est-ce que ce type d'événement est quelque chose qu'on voit apparaître ou pas. Donc c'est une recherche à l'envers et on l'amène aussi à un niveau macro. On a fait un travail à La Réunion, on a fait un travail dans des îles du Pacifique parce que c'est les premières concernées par ces questions-là aujourd'hui, pour essayer de comprendre de façon plus systémique à l'échelle d'un territoire comment se construisent les vulnérabilités et comment se construisent éventuellement les décalages d'adaptation. Alors justement, et je vous en remercie parce qu'on comprend mieux comment on peut analyser ou anticiper des conséquences. Et le mot sur lequel je souhaitais rebondir dans ce que vous avez dit, c'est l'atténuation. C'est-à-dire qu'on peut aussi, par ces actions, essayer d'éviter que ce que l'on redoute ne se produise. Ce qui veut dire qu'il faut mener des politiques publiques spécifiques. Vous avez évoqué les politiques publiques du développement durable. Et aussi, question à tous les deux, qu'est-ce qui justement peut être fait comme diffusion de bonnes pratiques pour qu'il y ait cette atténuation, que des transformations aient lieu? Qu'est-ce que vous avez identifié comme politique publique et comment surtout vous les identifiez? Peut-être que la notion de bonne pratique est intéressante, mais elle est un peu limitée vu où on va. Et vous avez vu peut-être publié très récemment le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, récent, le rapport il y a eu 2 rapports, et notamment le World Energy Outlook, qui est la publication annuelle,
et qui dit, bon voilà, si on ne veut pas un réchauffement climatique dont on sait, quand on se reporte au rapport du GIEC de l'été, si on veut le limiter très en dessous de 2 degrés, ou éventuellement si on pouvait le faire à 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle, on est déjà à 1,1 degré de réchauffement, eh bien il faut des politiques très massives. C'est-à-dire, et c'est assez, quand on regarde la liste de courses qu'il faut faire, elle est évidemment impressionnante. C'est arrêter tout nouveau projet d'exploration de gaz ou de pétrole. C'est vraiment arrêter très vite, évidemment avec un phasage différent dans les différents pays, l'utilisation du charbon. Et c'est ensuite, dans une deuxième phase, non seulement arrêter les nouveaux projets d'exploration, mais laisser le pétrole et le gaz dans le sol. Ça, c'est un choc de message de politique publique. Bon, je pense qu'il n'est pas encore intégré, hein. Tout le monde regarde ça en disant qu'est-ce qu'on en fait, mais en même temps, malheureusement, parce qu'on a mis tellement de temps à aller au-delà d'une action un peu incrémentale de réduction des émissions, et on a, c'est vrai, dans les pays développés, découplé partiellement la croissance économique de l'intensité en émissions. On l'a fait en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, bon, en important quand même beaucoup de carbone, si on peut dire, parce qu'on a délocalisé un certain nombre d'activités qui, elles, sont restées très intensives en matière de production de gaz à effet de serre. Donc on est très peu préparé à ce changement très radical. Donc on est dans une vraie contradiction où d'un côté, l'horizon de l'action s'est considérablement rapproché, hein. Quand on lit ce rapport et on dit c'est à partir d'aujourd'hui, de 2022, qu'il faut arrêter les... Enfin, vous parlez à Shell, à Total, à n'importe qui... Bon, ils vous regardent avec des yeux ronds et disent qu'est-ce qu'on fait, on arrête? Ben oui, enfin certainement. En tout cas, si on veut essayer de ralentir ce changement climatique, c'est ça qu'il faut faire. Et en même temps, le fait que déjà les phénomènes climatiques, des impacts sont déjà enclenchés et qu'on va vivre avec ce changement climatique de toute façon qui est déjà très important. Et donc là, on est dans une période de généralisation d'instabilité de différentes natures, celle qui va être généralisée par une action beaucoup plus forte qu'il faut vraiment arriver à mettre en œuvre, et en même temps, ce coût économique, social de ces impacts qu'on comprend encore mal. Donc on est dans une période où les questions de sécurité au sens large, il faut vraiment les regarder différemment. Mais justement, j'entends du coup que les changements doivent être des changements profonds, certains diraient même radicaux. Mais vous aviez dit tout à l'heure, professeur Colombier, que l'approche devait quand même être différenciée si on voulait qu'elle soit efficace et que tout le monde ne pouvait pas changer de la même manière, pas forcément aussi au même rythme, n'en était pas non plus au même niveau de développement, et que parmi ceux qui devaient changer de façon différenciée, il y a à la fois les États, par les politiques publiques qu'ils mettent en œuvre, mais aussi beaucoup d'acteurs de la vie économique. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir cette approche qui est une approche différenciée ? Alors, différencier, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des gens qui font des choses et puis des gens qui font rien. Je crois que ça veut dire simplement qu'on a, si on parle par exemple en termes de pays, on a des points de départ extrêmement différents. L'Europe ou un pays africain, on n'est pas à la même situation. Donc la vraie question, c'est comment on essaye de construire sur les 20-30 ans qui viennent des systèmes économiques, des systèmes agricoles, des systèmes énergétiques, qui vont dans une direction qui est commune, mais le point de départ étant très différent, évidemment, les questions ne se posent pas de la même façon au Burkina Faso ou en France ou en Allemagne. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que cette transition, elle est possible à la fois si on comprend globalement tous, donc c'est l'objectif notamment d'accords internationaux comme l'accord de Paris, qu'on crée une confiance dans le fait que tout le monde s'engage dans une transition, et en même temps, ça ne se conduit pas non plus uniquement top-down. C'est évidemment un problème de coordination, d'anticipation par tous les acteurs, les choix des entreprises, leurs choix d'investissement, leurs choix de développement. Et donc, la question des politiques publiques est comment créer une forme de croyance collective dans la possibilité de le faire, évidemment, en même temps qu'un certain nombre de garde-fous pour ceux qui ne le font pas. En gros, il faut changer le risque de côté. Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Laurence, et par rapport à la première question que vous avez posée, c'est que ce qui peut faire peur aujourd'hui, c'est la radicalité du message. En effet, si on veut arriver, non pas à éviter le changement climatique, qui sera là, mais à éviter ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire des avenirs vers des évolutions chaotiques, des évolutions qu'on ne prévoit pas, donc des évolutions par rapport auxquelles on n'a aucune idée de comment on peut réduire les vulnérabilités et s'adapter, alors il faut accepter cette radicalité de l'autre côté, du côté de la transformation des systèmes agricoles énergétiques,
où la bonne solution, c'est quand même qu'on a les solutions techniques. Donc c'est vraiment une question d'organisation et de volonté de les mettre en œuvre. Il y avait un dernier point que je souhaitais qu'on aborde tous les trois avant d'évoquer les réponses aussi de l'État dans le cas particulier de la France, c'est la coopération publique-privée. Parce que j'entends de votre propos à tous les deux que ça concerne tous les acteurs et pas seulement les acteurs étatiques. Et comment est-ce qu'on peut réaliser, accélérer, faciliter cette coopération publique-privée dont je comprends qu'elle est indispensable au fait qu'on parvienne justement à se préparer et à faire face aux effets d'un changement climatique qui est à l'œuvre et dont vous nous avez expliqué qu'il allait s'intensifier. Alors, la bonne nouvelle, relativement, hein, parce que malheureusement, effectivement, comme on le sait, hein, aujourd'hui, les plans climat qui sont proposés par les différents pays nous amènent à un réchauffement, si on en croit en tout cas les évaluations qui sont disponibles. Il y a toujours beaucoup de questions hein, sur leur précision, et puis il faut en tout cas que les pays fassent ce qu'ils disent, donc il y a beaucoup de points d'interrogation, mais on est quand même très au-dessus de 2 degrés déjà. Donc c'est ça le trend sur lequel on se dirige. Et donc, effectivement, personne ne peut faire tout seul, aucun pays peut faire tout seul, et certainement pas les gouvernements ne peuvent pas faire tout seul. Alors la bonne nouvelle, d'une certaine façon, c'est que lorsqu'on a négocié l'accord de Paris, il y a eu quelque chose d'important qui était l'objectif global de cet accord. Alors, il y a une dimension, comme l'a dit Michel Colombier, qui est que chacun doit trouver, proposer les solutions qui sont adaptées à son contexte économique, social, énergétique, mais qu'en même temps, il y a un objectif commun qui est d'arriver à la moitié du siècle à peu près à un objectif de ce qu'on appelle maintenant le net zéro émission aux alentours du milieu du siècle. Alors bon, c'est une conception un peu spécifique. Hein, c'est à la fois les émissions humaines, mais en même temps la capacité de la nature ou d'un certain nombre de procédés industriels de limiter, hein, soit d'enlever du carbone de l'atmosphère, soit de le garder dans la nature par le biais des océans, des sols, etc. Et cet objectif de net zéro, on l'a vu, hein, vous voyez beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup d'institutions financières internationales, dire on adopte ces objectifs, on veut nous-mêmes, dans notre activité de portefeuille d'investisseurs, de stratégie d'entreprise, au sens de l'impact de l'empreinte carbone de nos activités, on doit être avec ce même objectif de Paris, et on adopte cet objectif de Paris. C'est une première. C'est jamais arrivé qu'un accord international génère une adhésion ou une référence alors que c'est un accord entre gouvernements à d'autres acteurs. Donc ça, c'est une chose positive. On en est où? On en est à avoir de généraliser en tout cas, il y a plusieurs milliers d'entreprises hein, qui ont adhéré, des investisseurs et d'autres. Et maintenant, il faut que ça se traduise dans comment on fait. Parce que pour savoir cette coopération publique-privée, elle va dépendre évidemment des politiques publiques qui sont nécessaires, les formes de régulation, les formes de fiscalité, les investissements publics, la recherche et développement. Et en même temps, d'avoir des entreprises ou des investisseurs qui disent comment ils vont faire, quelle est la trajectoire de leurs pratiques, de leurs investissements, de leurs choix. Je prends un exemple tout simple. Lorsque Volkswagen dit, voilà, j'aurai électrifié ma chaîne de valeur de production d'automobiles à telle date, et voilà comment je vais faire. Hein. C'est peut-être un des exemples précis du secteur industriel qui est récent. Et donc je crois que on en est là, et il faut arriver à ce que cette clarté de l'orientation du chemin soit quelque chose qui soit très largement partagé entre privé et public, parce que c'est ça qui donne au gouvernement la capacité, au fond la confiance qu'ils ne vont pas faire des bêtises énormes en prenant des décisions qui ne pourront pas être suivies d'effets parce que ça introduirait une disruption économique majeure, mais qu'en même temps, il y a des acteurs qui sont capables de les mettre en œuvre, et c'est un cercle positif vertueux qu'il faut arriver à générer. Alors on en est juste au début de ce processus de clarification, et c'est ça qu'on va essayer évidemment d'accélérer à la conférence de Glasgow dans une semaine. Mais justement, question aussi pour vous, professeur Colombier. J'ai lu en préparant cette table ronde qu'à l'IDRI, vous encouragiez les initiatives publiques-privées. Est-ce que vous auriez un exemple à donner aux personnes qui assistent à cette table ronde d'initiatives que vous avez lancées, que vous avez réussi à transmettre au secteur privé pour les faire adhérer aussi à cette démarche globale d'action contre le réchauffement climatique ou contre ses effets? Alors, peut-être un exemple très pratique pour reprendre aussi la dimension globale de la question, c'est qu'on travaille en ce moment sur la question du secteur de l'acier. Et on a travaillé avant ça sur la question du secteur du charbon.
Je vous disais qu'on travaillait avec des équipes un petit peu partout dans le monde. Et l'acier, c'est disons, dans la partie industrielle des émissions, c'est un des grands secteurs responsables d'émissions de gaz à effet de serre. Et on a besoin de développer des technologies radicalement différentes. On sait à peu près lesquelles, mais elles ne sont pas du tout aujourd'hui à l'échelle industrielle, pour arriver à produire de l'acier sans émissions. Et c'est un enjeu, en fait, pour quelques pays dans le monde. Il y a quelques grands pays producteurs d'acier. Et on travaille aujourd'hui avec ces pays-là, parce qu'évidemment, il y a une question de risque pour celui qui se lance. Et on travaille avec ces pays-là pour arriver à créer, ces pays et les entreprises de ces pays, pour arriver à créer une compréhension commune, mais aussi des outils d'accompagnement sur le risque qu'ils prennent en lançant éventuellement une nouvelle technologie, créer une compréhension commune de leur part, qu'ils ont intérêt au stade actuel à une coopération internationale. Donc c'est l'Afrique du Sud, c'est le Brésil, c'est la Chine, c'est l'Europe évidemment, et l'Inde dans une moindre mesure. Merci pour ces exemples. On clôture là un peu le premier temps de cette table ronde qui nous permet, je crois, de mieux serrer les enjeux liés au réchauffement climatique, les conséquences. Et face à ces enjeux, face aux conséquences qui sont pour beaucoup connus et pour d'autres encore inconnus et malheureusement à découvrir, vous nous l'avez dit, il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être prises. Et après, il y a aussi des impératifs. Et parmi les impératifs, il y a le fait que nos administrations en France, et singulièrement le ministère de l'Intérieur, doit s'adapter pour faire face. Et dans les adaptations, il y a les actions qui sont menées notamment par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Je me tourne vers le préfet Alain Thirion, qui est le directeur général de cette Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. On a parlé des enjeux, et ça va être un peu ma première question. À 20 à 25 ans, on commence à avoir une vision assez effroyable, mais une vision tout de même, de ce que peut occasionner le réchauffement climatique. Alors, première question très simple. Comment on s'y prépare quand on est directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises? Alors, d'abord, bonjour à tout le monde. Et j'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention à la fois le professeur et Madame Tubiana. Et je dois dire qu'on se retrouve complètement dans ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, c'est maintenant. Et l'impact du réchauffement climatique, c'est pas dans 10 ans, 20 ans, 25 ans, c'est maintenant. On en subit les effets maintenant. Je vais prendre deux chiffres. Deux exemples. Le premier, en 2020, des vigilances orange et rouge sur la métropole, on en a eu 60. Voilà, vous voyez, donc 2020. Si vous regardez la saison des feux de forêt, dont on a un peu parlé cet été, depuis l'année dernière, en liaison avec le ministère de l'Environnement, parce qu'on travaille très étroitement avec le ministère de l'Environnement, la campagne est nationale. C'est-à-dire que non seulement ça ne concerne pas que le sud de la France, mais ça concerne maintenant tout le territoire national. Et dans ce cadre-là, le nombre de départs de feu n'a jamais été aussi élevé. Donc tout ça pour prendre ces deux exemples pour dire le réchauffement climatique, c'est maintenant. Par rapport à ça, on s'y prépare, mais on ne doit pas s'y préparer uniquement dans une logique de rétex. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on fait un retour d'expérience, on regarde comment ça s'est passé et on s'adapte. Parce que ça, c'est un peu la logique d'avoir, en quelque sorte, le regard sur le rétroviseur. On est dans une logique totalement d'anticipation. Et dans ce cadre-là, avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, ma direction, a signé une convention avec Météo France. C'est une grande première, où on a demandé à Météo France, sur 10 risques, parce qu'on parle du réchauffement climatique habituellement sur les risques naturels, mais ça concerne aussi les risques industriels, il faut aussi le dire. Et on a dit à Météo France, dites-nous, à l'horizon de 5, 10, 15 et 20 ans, l'impact territorialisé du réchauffement climatique. Et par rapport à ça, d'ores et déjà, on sait qu'on est obligé non seulement de changer de mode opératoire, mais on est aussi obligé de changer d'approche territoriale. Ça signifie deux choses. Si vous regardez par exemple la tempête Alex, on aura l'occasion avec le colonel d'en parler, la tempête Alex par rapport au phénomène Cévenol, eh ben, c'est une tempête un peu à part. Parce que c'est une tempête qui aura touché 4 départements français. Voilà, le 64, le 06 et principalement le Morbihan et un peu le nord de la France. Ça signifie que dans votre approche et dans notre capacité d'anticipation, et on a une vraie capacité d'anticipation avec les outils de Météo France, il faut le dire, eh bien, vous pouvez
prépositionner un certain nombre de moyens. Mais quand vous avez 4 départements qui sont touchés, ça signifie 2 choses. 1, la réponse ne peut pas être uniquement départementale. Il faut que vous ayez l'appui de la zone et l'appui national. Dans la tempête Alex, dans le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas un petit département, les moyens locaux de sécurité civile, je ne parle pas de la gendarmerie, qui ont été mobilisés, c'est à peu près 400 à 500 personnes sur 1800. C'est-à-dire tout le reste est venu de la zone et est venu du niveau national. Si vous ne faites pas ça, vous avez un drame. La tempête Alex, c'est également le même type de tempête qu'ont connu les Allemands et les Belges peu de temps après, dans des conditions relativement similaires. Ils ont plus de 200 morts. Voyez. Donc, il faut à tout prix qu'on s'adapte à ce type d'évolution. Et la deuxième conséquence, et c'est en ce sens que je me retrouve tout à fait dans ce que vous avez dit, professeur, c'est qu'on ne va pas y arriver uniquement avec l'État et on ne va pas y arriver uniquement avec le ministère de l'Intérieur. Tous les ministères sont mobilisés et donc le travail que l'on fait, notamment avec le ministère de l'Environnement, mais pas que, et évidemment l'Outre-mer, qui est notre frère, littéralement, qui constitue d'ailleurs un problème un peu particulier, mais mon collègue aura l'occasion de revenir là-dessus. On doit se mobiliser, apporter un certain nombre de réponses en se projetant, en adaptant et en transformant nos outils, mais il faut aussi, d'ores et déjà, préparer la population qui doit, non seulement en matière d'alerte, mais également en matière de comportement, s'adapter en conséquence. Et je dois dire, sur le risque naturel, risque industriel, on pourra revenir dessus, mais sur le risque naturel, je trouve que l'acculturation de la population se fait assez rapidement. Un exemple, encore une fois. En 2019, pour la première fois, on a utilisé des sirènes à Nice. Première fois. Bon. Eh bien, il n'y a pas eu de panique. Les gens se sont comportés correctement, ils ont écouté les messages, et évidemment, ça a des conséquences sur les comportements. Ce qui veut dire que ce que l'on fait là, cette conférence d'aujourd'hui, ce qui passe sur les médias, vos messages, ça contribue à acculturer la population. Et je le dis, l'efficacité dans la gestion de crise ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a une adhésion et une compréhension de la population. Justement, si vous me permettez, on abordera dans un temps un peu distinct l'adaptation de la population. Je reviens juste sur les moyens, l'adaptation des moyens qui sont les vôtres, indépendamment du fait qu'il faut acculturer la population et lui apprendre qu'elle vivra différemment dans le futur et qu'elle vit peut-être même déjà différemment. Et vous l'avez dit, le changement climatique, c'est très concret et c'est très actuel. Sur les moyens, vous évoquiez la question des feux de forêt. Alors c'est vrai que quand on regarde l'été, la carte des feux de forêt sur le territoire national, c'était le bassin méditerranéen, la Corse, et puis maintenant on voit que c'est les Landes, et le département des Landes, le sud-ouest, et peut-être que dans une dizaine d'années, ça va remonter jusqu'au centre de la France. Mais vous êtes directeur général de la sécurité civile, vous avez à votre disposition tous les moyens aériens pour lutter contre les feux de forêt, mais ces moyens, aujourd'hui, ils sont quand même relativement limités. Si ça devait brûler dans le centre de la France, alors que d'ordinaire, c'est pas le cas, comment vous vous adapteriez? Est-ce que vous le prenez déjà en compte? Comment ça se passe? Bien sûr, c'est-à-dire que très concrètement, dans le cadre de nos échanges avec le MTES, comme on dit, donc le ministère de l'Environnement, on a déjà pris en compte les évolutions sur la nature des phénomènes. On parle de feux de forêt, mais en fait, il faut parler de feux de forêt, de feux de végétation et de feux de culture, 3 types de feux qui sont en train de se développer. Et d'ores et déjà, on est intervenu l'année dernière dans le nord de la France, vous imaginez. Il y a 2 ans, dans la période estivale, vous avez mobilisé des moyens aériens dans le nord. Il y a 2 ans, on a été obligé d'aider nos amis suédois en matière de feux de forêt. Donc c'est dire si le phénomène est en train d'évoluer. Très concrètement, en termes de stratégie, je vous l'explique. On est en train d'installer des pélicandromes au nord de la Loire. On en a installé un à Angers. On est en train d'en installer un à Mirecourt, dans les Vosges, vous imaginez. Un dans Maule. Donc on est en train de s'adapter pour mettre en place ces nouvelles réponses. On s'adapte aussi pour faire en sorte que la flotte soit adaptée. Parce qu'installer des Canadair à Mirecourt, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que le Canadair, il n'a pas la possibilité de recharger. Donc il faut qu'on ait des moyens appropriés. Donc on y met ce qu'on appelle des Dash, donc d'autres avions qu'on est en train d'acheter. Il y en a 3 qui vont être livrés avant 2023. Et puis on prévoit même d'autres types de réponses, notamment des hélicoptères lourds qui permettent de recharger, y compris dans des piscines. Donc vous voyez, on est en train de s'adapter. Et dans ce cadre-là, comme on est complètement convaincu de la logique capacitaire, qui est de dire il ne faut pas demander à chaque territoire de tout faire par rapport à tous les risques, parce qu'on n'y arrivera pas. Donc on est dans une logique de solidarité des moyens. Eh bien, la logique capacitaire qu'on développe autour de la zone de défense, et qui est valable également pour l'outre-mer, on la développe également au niveau européen.
par la réponse européenne et par la mise en place d'une flotte européenne qui intervient. Et d'ailleurs, vous l'avez noté, parce que je vois que vous êtes bien informés, que cet été, l'intervention de la France à l'étranger n'a jamais été aussi élevée. On a envoyé plus de 200 personnes en Grèce, on a envoyé notre flotte, quand ça ne brûlait pas en France, hein, évidemment, parce que à l'étranger, en Grèce, en Macédoine, en Italie, en Algérie. Et cette logique-là nous permet d'avoir une réelle force de frappe. Mais aussi, je le dis, ça a été évoqué, c'est pour ça que je me retrouve complètement dans ce que vous avez souligné tout à l'heure, il faut qu'on adapte nos comportements. Si demain, on est capable, par exemple pour le feu de forêt, d'être meilleur sur les débrousaillages, si on est capable d'avoir une meilleure maîtrise de la déprise agricole, ben ça brûle moins. Et quand ça brûle moins, après, ça se maîtrise mieux. Et puis, on a des techniques d'intervention qui évoluent aussi. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais notre idée, c'est plus on intervient vite et plus on est performant. Je vous donne juste un chiffre, je ne vais pas vous en donner beaucoup parce que je ne veux pas lasser l'auditoire. 95% des feux en France sont arrêtés avant qu'ils ne fassent 5 hectares. Parce qu'on a, grâce à Météo France, des systèmes de surveillance qui nous permettent d'intervenir vite. Plus vous intervenez vite, plus le feu est éteint vite et plus vous le maîtrisez. Quand il commence à faire 10, 15, 100 hectares, 1000, 2000 hectares, vous ne maîtrisez plus rien. Alors, je voulais revenir, comme je vous le disais, sur les populations. Et vous évoquiez la question d'adaptation des populations. Je voulais surtout revenir, concernant les populations, sur la façon dont on communique avec elles. Vous avez évoqué l'installation de sirènes, etc. On est sur le salon Millipol, donc on est sur un salon technophile. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'innovation, dans les nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies que vous diffusez déjà, dont vous pressentez qu'elles pourraient être utilisées pour alerter, informer la population, et quel est l'apport de la technologie en la matière? Alors, l'alerte, c'est un système multicanal, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on soit prisonnier d'un seul système de l'alerte. Donc, la sirène, qui est en train de se développer, de se parachever dans les dom-toms, mon collègue le sait, on a eu l'occasion d'en parler, ce système-là, il ne faut pas le mettre de côté parce qu'il peut être utile, notamment pour les populations qui ne sont pas complètement équipées. À côté, il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place, qui a été décidé il y a 1 an par le ministre de l'Intérieur et qui rentre en application maintenant, puisque l'équipement est en cours, l'expérimentation est en cours, le financement est acquis, c'est près de 40 millions, et il va être déployé 2022 pour être sur l'ensemble du territoire à partir de 2022 et 2023. Et mon collègue le sait, les dom-toms ne seront pas à l'écart de cette démarche. C'est le Cell Broadcast. Le Cell Broadcast, c'est simple en fait. C'est un téléphone, un message qu'on envoie sur un téléphone sur une zone déterminée. Même les populations étrangères ont le message. Hein, je veux dire, ce n'est pas uniquement les réseaux internes. Vous allez au-delà des considérations administratives, puisque vous déterminez la zone, vous déterminez le message. Il est prioritaire, parce qu'on sait que dans les périodes de crise, tout le monde tweet. Il est donc prioritaire, donc il vous arrive en priorité. Et si votre téléphone est à l'arrêt, eh bien, le message fonctionne quand même. Et donc ce système-là qui a été mis en place a donné lieu à une application législative. Il y a une loi qui va sortir qui, dans ce cadre-là, consacre ce dispositif. Les opérateurs sont en train de le faire. L'investissement est financé par l'État. En revanche, le fonctionnement sera assuré par l'ensemble des opérateurs. C'est là aussi une réponse extrêmement concrète à une réalité simple. C'est informer la population, lui dire ce qu'elle doit faire, c'est s'assurer qu'elle n'ait pas de mauvais réflexes, parce que dans les situations de crise, on le voit bien, un certain nombre de victimes sont plus victimes de leur comportement que victimes directement de la crise. Merci, monsieur le préfet. Je me tourne vers votre collègue préfet, le préfet Gustin, pour faire cette fois-ci un zoom sur des territoires en particulier, qui sont les territoires ultramarins, puisque la France n'est évidemment pas réductible à sa métropole. Il y a ces territoires ultramarins. Vous me corrigerez, monsieur le préfet, mais je pense que ça doit être même au moins la moitié de nos terres émergées, les territoires ultramarins. C'est les 2 tiers. Les 2 tiers, vous voyez, j'étais même en deçà de la réalité. Donc, ce sont des territoires vastes, ce sont des territoires peuplés, ce sont des territoires qui sont exposés à des risques spécifiques. Vous allez nous les détailler. Des risques qui sont aussi liés aux conséquences du changement climatique, qui s'accélèrent. Alors, moi, j'ai une première question très simple, qui est un peu la même que celle que je posais au préfet Thirion, mais comment on fait face dans ces territoires ultramarins aux conséquences du réchauffement climatique quand on connaît la complexité, les particularités de ces espaces? D'abord, je pense qu'il faut revenir sur ces particularités. Les Outre-mer, c'est d'abord
un isolement, avec des territoires qui sont pour la plupart des territoires insulaires. Donc même avec la meilleure volonté du monde, on ne pourrait pas y mettre des moyens complètement disproportionnés. C'est des territoires qui connaissent tous les risques, sauf le risque avalanche, mais qui les connaissent bien. C'est-à-dire concrètement avec une fréquence qui n'a pas augmenté au cours des dernières années, mais par contre la violence des événements est vraiment aujourd'hui constatée au cours des dernières années. Un petit point positif quand même dans tout ce panorama, c'est des territoires résilients, enfin structurellement et traditionnellement résilients. C'est-à-dire que, ça a été dit par les précédents intervenants, je pense que sur cette question de risque, il faut apprendre à vivre avec ces risques. Moi, quand j'ai commencé ma mission post-Irma et que j'ai rencontré des climatologues, des chercheurs, etc. et tout, et je leur posais la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire sur un territoire comme Saint-Martin ou Saint-Barth? Il y en a un qui m'a dit la chose, il m'a dit, monsieur le préfet, c'est tout simple, hein, si vous voulez prendre aucun risque, vous mettez toute la population sur une barge et puis vous les déplacez dans le Cantal. Bon, naturellement, on ne va pas faire ça. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec ce risque. Et les populations ultramarines savaient vivre avec le risque. C'est-à-dire, à chaque saison cyclonique, il y a un calendrier qui n'a pas beaucoup changé, hein, même si on voit qu'il déborde parfois un petit peu dans le temps aujourd'hui, entre juin et novembre. Bah, avant chaque saison cyclonique, il y avait une tradition, on montait sur les toits, on resserrait les vis, enfin voilà, on faisait ce qu'il fallait faire. On dégageait les environs de tout ce qui était susceptible d'être après des projectiles, parce qu'on sait très bien ce qui génère le plus de dégâts, sont tout ce qui peut voler. Aujourd'hui, ça, on ne fait pas ça. Parce qu'on a perdu, et c'est mon dada, c'est la culture du risque. Et je pense que dans les éléments qu'il faut mettre en œuvre, c'est d'abord anticiper, préparer. On n'en a pas du tout parlé, mais je pense que c'est important, c'est s'adapter en termes d'habitat. Et là, il y a un énorme travail à faire, parce que de nouveau, on pourrait être tenté de vouloir avoir le risque zéro. Irma, des vents à 375 km/h, c'est un TGV. Doit-on en déduire que les normes de construction doivent nous conduire à construire des bâtiments bunkers avec des fenêtres qui ressemblent aux vitres du TGV? Vous voyez l'idiotie de ma question. Donc concrètement, on ne peut pas aller jusque-là. Et pour autant, on sait, et la technique nous l'apprend, qu'en faisant évoluer quelques normes, qu'en partant aussi du principe qu'on accepte qu'un cyclone passe et détruise votre maison parce que vous allez pouvoir la rebâtir très très vite derrière parce qu'elle va être construite avec des matériaux en bois, etc. et tout, qui ne coûteront pas si cher que ça. Je rappelle, hein, Irma, c'est pour les assurances, Saint-Barth et Saint-Martin, 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros d'indemnité. Donc concrètement, il faut apprendre à vivre et se préparer tant en termes de mentalité, apprendre à vivre avec ce risque, former les enfants, utiliser... mon dada, c'est aussi les journées japonaises. Hein, on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est ce que vous me disiez quand on a échangé pour préparer cette table ronde. Vous me disiez, mais le Japon est un exemple. Et en quoi, justement, le Japon est un exemple pour vous? Le Japon est un exemple parce que, justement, cette tradition et cette culture du risque, elle n'a pas été perdue avec le temps. Elle n'a pas été perdue avec... à la fois, je pense que c'est une question d'individualisme, c'est une question aussi un peu mercantile. On croit aujourd'hui... Et d'ailleurs, la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, il illustre bien. On croit aujourd'hui que quand on est bien assuré, quand on est bien soigné, on ne va pas mourir. Eh bien non, on va tous mourir. Et donc, il faut évoluer, et ça, les Japonais savent le faire. Ils n'ont pas perdu, en tout cas, cette culture. Nous, en tout cas, on l'a perdu. On pense en particulier que si on a une bonne assurance, on ne risque rien. Alors, ça tombe mal parce que dans les Outre-mer, la caractéristique aussi, c'est que la couverture assurantielle est très faible. Donc, a fortiori... il faut apprendre cela. Et donc les Japonais, après, je ne me souviens plus, Loïc est dans la salle, il doit le savoir mieux que moi. C'était mon ancien directeur de cabinet. Je crois que c'est en 1921, après un séisme, ils ont décidé d'institutionnaliser chaque année 2 journées au cours de laquelle tout s'arrête sur le territoire. Et il y a à la fois, c'est l'occasion de resserrer les boulons que j'évoquais tout à l'heure sur le toit, c'est-à-dire de regarder dans son environnement proche comment on se prépare à un séisme, que ce soit un cyclone, un tsunami ou un tremblement de terre. C'est-à-dire on vérifie qu'on a bien le kit de sûreté, on vérifie que tout est bien clean dans la maison.
On fait le point aussi sur la science, sur les évolutions, c'est-à-dire c'est un échange de techniciens. Et puis, on fait un travail de vulgarisation en partant de l'évolution de la science pour aller diffuser le plus largement possible dans les écoles, dans les entreprises, pour apprendre aux gens à vivre avec cette crise. Je le disais tout à l'heure, vous avez été préfet du département de la Guadeloupe. Et est-ce que, lorsque vous étiez en fonction, préfet de Guadeloupe, il y a des initiatives que vous avez prises et dont vous souhaiteriez faire part au public qui illustrent justement cette volonté qui vous anime de diffuser cette culture du risque auprès des populations et notamment ultramarines? Alors, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises post-Irma. Excusez-moi, je perds ma voix, mais je vais essayer de la garder jusqu'au bout. D'abord, je pense qu'on a revérifié les process. C'est ce que disait Alain tout à l'heure. Dans la planification aussi du risque, dans la planification de la gestion du risque, planification du risque, pour moi, c'est les PPRN, c'est les plans de prévention des risques naturels, qu'on a rebattus. On n'a malheureusement toujours pas signé le PPRN de Saint-Martin qui n'existait pas. Donc on est reparti de zéro. Les planifications de gestion du risque, c'est tous les plans hors sec, divers et variés, qu'il faut vraiment, Alain le disait tout à l'heure, revoir complètement à l'aune du réchauffement climatique. Il y a l'organisation de ces journées japonaises que nous avons fait déjà à 2 reprises en Guadeloupe et qui ont mobilisé énormément de public parce que justement c'était l'occasion, dans cette vulgarisation que j'expliquais tout à l'heure, de rappeler aux gens qu'ils vivent avec un risque et qu'il ne faut pas attendre la survenance de ce risque pour s'y préparer. Et je pense que c'est vraiment un élément important. Et ça doit se faire aussi avec d'autres acteurs. C'est ce qui a été dit par les précédents intervenants. Ça ne peut pas être qu'une seule parole institutionnelle. D'autant que cette parole institutionnelle, elle est souvent un peu caramélisée. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une imprégnation, les collectivités locales, le monde de l'assurance. Moi, j'y crois beaucoup parce que c'est eux qui payent en bout de course, enfin qui payent en France avec un système qu'il faut complètement revoir, qui est celui du système CatNat. Mais il faut qu'on puisse avoir cette comparaison. Je donne toujours ce chiffre-là parce qu'il est très clair. 1 euro investi dans l'anticipation d'un risque, c'est 9 euros d'économiser une fois que le risque est passé. C'est effectivement extrêmement parlant. Je voudrais donner la parole quelques minutes à Sheila Duarte de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, en complément et dans le prolongement de ce que vous allez dire, pour qu'elle parle d'un projet qui a été mené au sein de l'Institut, qui est ce fameux projet April. Je vous laisse nous le présenter en quelques minutes, et ensuite je donnerai la parole au colonel Boilam pour le rétexte sur la tempête Alex, et nous aurons ensuite des échanges avec la salle s'il nous reste encore un peu de temps. Merci, Monsieur Farde. J'ai bien compris que c'est à moi. Voilà, donc pour poursuivre sur le même thème de l'intervention de Monsieur le Préfet Gustin, nous aborderons brièvement un projet de recherche qui est actuellement en cours, le projet April. Donc face à des situations qui sont de plus en plus complexes et hors normes, qui font peser des risques sur les populations et les enjeux vitaux, les organisations publiques et privées sont confrontées à un défi majeur. Comment optimiser la prise de décision en contexte d'incertitude et comment anticiper la reconstruction et la réhabilitation du territoire? Le projet April, qui est financé par l'Agence nationale de recherche, essaie de répondre justement à ce défi majeur des acteurs en cellule de crise sur comment anticiper la réponse de l'État sur le court, moyen et le long terme. Vous avez compris, le court, c'est pendant l'urgence, le moyen et le long terme, sortie des crises et reconstruction. Pour ce faire, April associe et implique une équipe qui est à la fois pluridisciplinaire dans ses compétences, mais aussi comme c'est dans ses missions. On essaie de sortir un peu des terrains bâtis et d'associer donc justement l'institut que je représente ici en tant que coordinatrice scientifique du projet April, l'IHUMI, donc l'Institut des autres études du ministère de l'Intérieur. L'IHUMI, en fait, apporte les compétences en termes de prévention des risques et gestion des crises. Associés sont le BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minière, qui apporte justement des connaissances dans les sciences de l'ingénierie. Le LATS, qui apporte justement une réflexion en sciences sociales, donc le laboratoire technique et territoire de l'Université Gustave
Eiffel. Et enfin, un institut, une entité privée, l'EFH, École française d'heuristique, qui apporte justement des compétences en ingénierie pédagogique. Donc, abordons maintenant l'approche générale et les objectifs du projet. L'angle fondamental en fait, de ce projet est d'essayer de comprendre comment l'anticipation est effectuée dans la prise de décision lors de situations de crise. Donc, situation de crise, tout entendu. Par contre, notre point initial était justement la gestion de la crise cyclonique aux Antilles, donc un épisode assez conséquente, inédite, avec le passage successif de 3 ouragans de forte intensité, donc Irma, José et Maria de 2017. Donc l'objectif est double. D'une part, de capitaliser une mémoire individuelle, dans des acteurs individuels, mais aussi collective, d'essayer de comprendre quel est le common operational picture de tous les gestionnaires impliqués dans cette gestion de crise. Donc, comme vous voyez, tous les échelons de la gestion de la crise sont pris en compte. L'échelon le plus local avec les collectivités, mais aussi la population qui est impliquée, les associations, les opérateurs de réseaux vitaux, en passant par le département, la zone et au niveau national interministériel. La deuxième objectif principal de ce projet de recherche est de mettre en place, de créer en fait un outil d'aide à la décision qui va prendre en compte justement les vulnérabilités et les incertitudes des territoires et permettre d'identifier des scénarios d'action hypothétiques à mettre en place. Ensuite, par rapport aux perspectives, le projet de recherche April, il s'agit d'un projet de recherche active et dans ce sens, il vise donc le transfert justement de l'appropriation justement de ces résultats par des professionnels de la gestion de crise, donc tout entendu au niveau communal jusqu'au niveau national. Et actuellement, 2 modes principaux de valorisation sont en cours, notamment la publication dans des revues scientifiques sur d'autres supports, mais aussi dans les colloques, comme internationaux, on espère, mais aussi nationaux et interministériels. Et ensuite, en parallèle, nous menons justement des actions de formation, de professionnalisation dispensées aux acteurs de l'urgence, c'est-à-dire aux sapeurs-pompiers, gendarmes, police, militaires aussi, et des décideurs publics également, les préfets, sous-préfets, directeurs de cabinet, mais aussi toutes ces composantes, les décideurs privés, qui sont actuellement, ces formations actuellement en cours à l'IHUMI. En guise de conclusion, le message clé que l'équipe April souhaite transmettre ce matin est la suivante. Donc, face justement à cette évidence inéluctable de la multiplication de ces dérèglements climatiques, les gestionnaires de crise se doivent d'être plus résilients. En termes de gestion des crises proprement dit, cela implique à la fois une réflexion pluridisciplinaire et transversale sur les risques et les enjeux à venir. Ensuite, une meilleure préparation des actions possibles en gestion de l'urgence, mais surtout, c'est aussi un point qu'on a souvent, néglige souvent, c'est la capacité à anticiper les actions à mener justement lors de la sortie de la crise. Ce chaînon entre la phase d'urgence et le retour à une situation stabilisée qui reste encore perfectible. Voilà, donc brièvement, ce sont les points que je voulais aborder avec vous. Merci de votre attention. Si la régie nous remettre un peu le micro. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui est aussi l'occasion de rappeler que l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur conduit des projets, des travaux de recherche sur aussi les conséquences du changement climatique et que les recherches qui sont menées au sein de cet institut le sont dans toutes les dimensions des questions de sécurité, y compris de sécurité civile. Pour achever cette table ronde, avant d'échanger avec la salle, je me tourne vers le colonel Boilam pour un retour d'expérience
gendarmerie nationale de la tempête Alex, puisque, comme c'est souvent le cas, hélas, à l'occasion de catastrophes climatiques, naturelles, il y a un aspect bien sûr de sécurité civile, et on l'a abordé, on y reviendra, mais il y a aussi un aspect qui est plus de sécurité publique aussi, de lutte contre la délinquance, parce que quand il y a des événements climatiques, il y a aussi, on pourrait dire, des pilleurs d'épaves, mais parfois on s'en prend aux populations qui sont dans la misère, ou en tout cas qui sont très affectées par les conséquences du changement climatique, les catastrophes naturelles, qui ont perdu leur maison, leur habitation, qui doivent parfois la quitter. Il y a des transferts aussi de population, le temps de la crise. Mais la délinquance reste, hélas, aussi active pendant ces périodes qui sont des périodes de catastrophes, de crises naturelles. Vous me confiez, quand on préparait cette table ronde également, que la gendarmerie nationale, quand survient une crise naturelle, elle doit aussi gérer d'abord la crise pour elle-même avant d'être aussi en mesure de la gérer pour les autres, que les conséquences d'une inondation, les conséquences d'un séisme, les conséquences de pluies diluviennes, ça peut aussi désorganiser une force de sécurité intérieure comme la gendarmerie nationale. Et donc vous allez nous raconter tout cela. D'abord, j'avais une toute première question extrêmement simple à vous poser. Quand survient la tempête Alex, vous êtes en fonction, et vous êtes où? Vous faites quoi? Comment vous rentrez dans la crise en tant qu'officier de gendarmerie? Alors, si vous permettez peut-être juste un mot pour les... J'ai une pensée un an après cette catastrophe, bien sûr, pour les victimes. On a 18 personnes disparues. Je pense en particulier à 2 collègues pompiers, puisque nous avons le directeur général de la sécurité civile qui est présent, le capitaine commandant Colubert, et le sapeur Millot. Les autres victimes aussi, les familles des victimes, les sinistrés, qui aujourd'hui encore reconstruisent et essayent de remonter un peu la pente. La deuxième chose, c'est l'humilité. La gendarmerie est une force au sein d'un ensemble piloté par le préfet. On a 2 préfets ici qui ont vécu évidemment tout un tas de crises. Donc humilité aussi par rapport tout simplement au déchaînement des éléments. Nous sommes peu de choses. Et la tempête Alex l'a démontré. Malgré tous les moyens engagés, malgré toute la technologie, on s'aperçoit qu'en quelques minutes, en quelques heures, c'est le Moyen-Âge. Donc moi, au moment où ça se passe, en fait, je suis tout simplement en congé. Et je reçois un appel du préfet qui est préoccupé, qui me dit on a Météo France qui nous annonce une vigilance orange pour orage puis inondation. Le département des Alpes-Maritimes a déjà été touché par des inondations. Donc voilà, on se prépare, on analyse la situation ensemble. Le préfet me propose des options. La gendarmerie étant présente sur 94% du département avec 50 implantations. Donc il prend l'avis de ses chefs de service, dont je faisais partie. Et très vite, des mesures sont prises d'anticipation. On a eu peu de temps pour le faire, mais ça a été très important pour la suite de la crise. On a évité, je pense, des centaines de pertes de vies. Notamment par les mesures qui ont été prises de fermeture d'établissements scolaires, de sensibilisation, d'alerte de la population qui a pu être fait en liaison avec la gendarmerie puis les autres forces de sécurité. Donc en fait, je suis revenu de permission. Le lendemain, on passe en vigilance rouge et là, c'est en quelques heures le chaos. Question peut-être naïve de ma part, mais quand on est face à une tempête comme ça, comment est-ce que déjà on s'assure qu'on est bien en possession de la plénitude de ses moyens sur le plan opérationnel? Est-ce que tous vos personnels de la gendarmerie sont bien présents, peuvent être en poste, peuvent rallier le cas échéant les casernes? Est-ce que vous pouvez disposer de tous vos véhicules? Parce que peut-être que des routes sont coupées, que des moyens sont dégradés. Comment déjà, quand vous rentrez dans une crise comme celle-ci et que votre préfet vous appelle, vous dit voilà, on va faire face à une crise qui peut durer, comment vous vous assurez que vous êtes bien en possession de tous vos moyens? Alors, la particularité de la gendarmerie et des brigades de gendarmerie et du gendarme, c'est qu'il vit où il travaille où il vit, et que c'est un militaire. Donc la première mesure que moi j'ai prise, c'est de supprimer les repos et les permissions, sachant qu'on arrivait sur le week-end, qu'on se doutait que c'était une crise qui allait durer. Ensuite, on travaille bien sûr à travers différents postes de commandement. Donc le centre opérationnel départemental, qui est le centre névralgique piloté par le préfet, c'est le cœur de la gestion de crise. Et ensuite, sur différents postes de commandement. Donc, sur la ligne de départ, si vous voulez, toutes les troupes sont mobilisées, les patrouilles sont sur le terrain. On travaille, bien sûr, avec... j'ai beaucoup d'échanges avec le contrôleur général Diès, qui était le SDIS, et qui est toujours le SDIS dans les Alpes-Maritimes. Et ainsi, on est présent sur le terrain. Donc, on est déjà sur la ligne de départ. Ensuite, quand vous n'avez plus de route, quand vous n'avez plus de communication,
quand vous n'avez plus de capacité de projeter en 3D notamment, il reste simplement, je dirais, la manœuvre qui a été anticipée. J'avais la possibilité, heureusement, la gendarmerie a pu conserver la quasi-totalité de ces systèmes de transmission Ruby. Donc j'ai pu donner des ordres en cours d'action. Mais ensuite, je dirais que c'est l'initiative, et ça ne se commande pas, c'est l'initiative du gendarme, du pompier, du policier municipal qui va intervenir pour porter secours à telle personne. Donc très très important aussi la prise d'initiative individuelle dans ces moments de chaos. Je voulais aussi parler... Juste, Pardon, monsieur juste le une préfet, petite je vous en prie. précision, parce que ce que dit le colonel est très important sur la tempête Alex, qui a sans doute conduit, je pense, comme il l'a dit, à sauver des vies. La veille de l'arrivée de cette tempête, on est alerté par Météo France, qui nous dit précisément ce qui va se passer. C'est très important, parce que si vous n'êtes pas prévenu, ça peut arriver, quand vous avez des tremblements de terre ou des choses de ce genre, on n'est parfois pas prévenu. On met en place, par l'intermédiaire de l'état-major de zone, et on alerte le préfet en lui disant ce qui va se passer, en lui disant voilà ce qui va vous tomber dessus. Et dans ce cadre-là, on prend un certain nombre de mesures préparatoires. On arrête la circulation, on ferme les écoles. Je le dis parce qu'il faut faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Belgique, ce qui s'est passé en Allemagne. Et ces mesures conduites et menées avec la gendarmerie sur le terrain et qui permettent aussi de prépositionner des secours locaux et de la zone sur le terrain font que, quand le phénomène arrive, l'impact est plus faible, très important, l'impact est plus faible, et deux, la réaction sur le terrain est extrêmement rapide et elle est de proximité. C'est un élément déterminant de l'efficience de la réponse qu'a souligné le colonel. Ce système-là, il ne fonctionne que si vous avez une capacité d'anticipation. Et cette capacité d'anticipation que vous avez avec Météo France, qu'on a aujourd'hui avec Météo France, elle n'existe pas depuis très longtemps. Bon. Et c'est un des éléments qui nous permet de faire face aux évolutions de situation que l'on connaît et à leur intensification. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Mais donc de limiter l'effet de surprise, d'entrer dans la crise. Justement, je voulais revenir à la question des routes. Parce que, on le disait, les axes routiers peuvent être dégradés dans le cas de ces tempêtes. Certains peuvent être fermés à la circulation. D'autres, vous les fermez d'initiative, si j'entends bien. Vous avez cette mission de police de la route en tant que gendarme. Et est-ce que lorsqu'il y a une tempête comme cela, c'est une mission complexe? Vous allez probablement me répondre que oui, mais peut-être est-ce que les habitants cherchent à partir? Est-ce que certains axes vont être congestionnés? Comment vous travaillez la question de la police de la route dans le cas particulier d'une tempête comme la tempête Alex? Alors, ce que vous appelez effectivement la police de la route, c'est ce qu'on appelle la sécurité des mobilités. C'est effectivement une des missions majeures de la gendarmerie. Au-delà du secours, de l'enquête, de la protection des populations, on parlait des pillages tout à l'heure, ça c'est fait partie évidemment des missions que nous avons conduites, mais la sécurité des mobilités terrestres est prise en compte par des unités dédiées. Nous avons des unités dédiées qui peuvent le faire. Nous avions des moyens aériens qui ont pu être projetés très vite après la crise, en complément des moyens de la sécurité civile. Donc en fait, on prend en compte le pouls au travers le COD, le centre opérationnel départemental. Et il y a des choix qui sont opérés, bien sûr, par monsieur le préfet. Et on dévie, on retourne. Pendant l'exercice, par exemple, pendant la crise, on a pu procéder à des retournements de poids lourds sur l'autoroute A8. Près de 500 poids lourds ont été retournés. Donc il y a un travail qui est fait par l'escadron départemental de sécurité routière pour la gendarmerie et par le gendarme, tout simplement, sur le terrain. Encore une fois, par rapport aux directives qui leur sont données, par rapport à des cartes qui sont examinées en centre opérationnel départemental en temps réel. On a une actualisation qui est faite d'heure en heure, des routes qui sont viables, des routes qui sont impossibles parce que des éboulements, parce que des ponts se sont effondrés. Et on adapte tout simplement la manœuvre à travers ces unités. Et alors justement, je dévoilais que nous allions converser aussi sur cette question-là, la question des pillages. Parce que c'est vrai que quand il y a des catastrophes naturelles, des tempêtes, on a des habitants qui sont amenés à être évacués, à laisser leur habitat inoccupé pendant un temps plus ou moins long. Et on voit des scènes parfois qui sont scandaleuses, inadmissibles, choquantes, d'habitants qui ont laissé
leur habitation, parfois que leur habitation est dégradée par la tempête, et ils se font piller. Et je crois qu'un des rôles de la gendarmerie nationale, c'est de protéger, sécuriser ces habitations, ces habitants, éviter que la délinquance crapuleuse ne vienne s'exercer. Comment vous travaillez dans un contexte comme celui-ci? Parce que si les axes routiers sont coupés, ils sont aussi peut-être coupés pour tout le monde. Vous me direz peut-être pas pour les délinquants, je ne sais pas. Non, mais là vous mettez le doigt sur quelque chose de très très important. Monsieur le préfet Thirion évoquait l'importance d'intervenir vite. Alors il y a les moyens de projection, mais bon, quand vous ne pouvez pas voler parce que tout simplement c'est le chaos, il vous reste plus que les piétons. Et là, c'est, je pense, le maillage qui est essentiel à une période où on parle de restructuration, de mutualisation. Il faut conserver ce maillage territorial. C'est lui qui a été décisif quand il n'y a eu plus de routes, quand il n'y avait plus de ponts. Il reste le centre des pompiers, il reste la gendarmerie locale, et c'est parce que nous avions ce maillage sur place que nous avons pu notamment surveiller donc, les différentes habitations qui avaient été abandonnées par la population, malgré elle. Donc nous avons pu travailler aussi avec des unités de force mobile qui ont été projetées le surlendemain. Donc 13 composantes au total. On a eu vraiment près de 400 militaires qui ont été déployés de toute la France, de toutes les zones de défense et de sécurité. Donc on a eu vraiment toutes les gendarmeries qui sont déployées à ma disposition pour pouvoir mener, gérer cette crise. Et alors, toute dernière question avant qu'on échange avec la salle. Je sais que les militaires et singulièrement les gendarmes sont familiers des retours d'expérience. Alors, quel retour d'expérience la gendarmerie a tiré ou retiré de cet événement assez douloureux? Vous l'avez rappelé, vous avez une pensée pour les victimes, qui a été la tempête Alex. Alors, il y a plusieurs retours d'expérience effectivement qui ont été effectués, mais une des mesures principales, une des transformations principales qui a été opérée par la gendarmerie, en fait, c'est la mise en place d'une chaîne de traitement de la crise depuis le niveau central, avec un centre national des opérations qui a été mis en place en juin dernier, et au niveau zonal, en miroir, ce qu'on appelle des centres zonaux d'opération. Au niveau central, nous sommes articulés un petit peu comme un état-major de type OTAN, avec plusieurs composantes projetables, renseignement, planification, opération, cartographie, tout un tas de spécificités ont été créées. Et au niveau zonal, nous avons mis en place ce qu'on appelle les dispositifs d'intervention augmentée, la gendarmerie, donc des unités de force mobile qui sont pluguées avec des composantes soit dites de milieu, on a une spécialité de milieu, les moyens nautiques, les moyens cynophiles, les moyens 3D, les moyens cyber, la police technique scientifique, l'Institut de recherche criminelle s'est déployé pour cette crise. Donc nous avons ce dispositif et cette chaîne territoriale qui a été totalement transformée, modernisée, rénovée. Merci mon colonel. On comprend l'anticipation, la planification, le retour d'expérience. Je comprends que c'est un peu la clé du succès aussi, ou de la capacité à faire face des administrations que vous représentez, la gendarmerie nationale, mais la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, et même plus généralement de l'ensemble des services de l'État. Il nous reste quelques minutes pour donner la parole à la salle. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, la parole sur votre demande vous sera bien sûr donnée. Je vous demanderai, si vous êtes d'accord, de vous présenter avant d'interroger les intervenants, de sorte à ce qu'ils puissent resituer qui vous êtes et recontextualiser la question. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Lalame. Je me lance. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos interventions. Une question plutôt une question sur la temporalité. On sait qu'avec le changement climatique, il y a des effets qui vont se produire à moyen long terme et que, évidemment, ça rentre en contradiction avec le temps politique, par exemple, ou voire même le temps économique. Comment on arrive à composer avec ces différentes temporalités, sachant que les dividendes d'une action sont à long terme, parfois. Comment la prise de risque côté politique, justement, vous avez parlé de Madame Tubiana, de radicalité dans la prise de décision. Et comment on fait passer cette importance du temps long et du temps court du politique? Madame Tubiana, si vous souhaitez répondre à Monsieur Lalame. C'est pas si différent finalement de la compréhension du risque et de l'intégration mentale au fond. Et c'est vrai pour les politiques aussi.
c'est la répétition aussi du problème, il y a un problème de connaissance. Enfin, c'est la connaissance et l'information qui permet progressivement de changer l'horizon politique qui semble un peu intangible. Hein. C'est les 5 ans de mandat. Mais je crois qu'on voit quand même les progrès aujourd'hui arriver. Hein. Avant, c'était vraiment les générations futures, c'est dans très longtemps. Et on voit maintenant intégrer dans le discours politique. Alors, c'est pas encore forcément complètement déclencheur de l'action, mais en 5 ans en tout cas, je vois une grande différence dans le fait d'intégrer ça dans l'action de court terme et de rapporter ce qu'on fait maintenant par rapport à ce qui arrive après. Mais c'est vraiment un problème de représentation et d'information et de processus entre plein de processus de connaissance et de cognitif. Et il y a une dissonance cognitive encore très grande parce qu'évidemment, on aimerait mieux que ça se passe pas. Hein, donc on essaye, on y pense un jour et puis le lendemain, on pense à autre chose. Donc il y a cette distance-là, mais c'est très proche de la manière d'approcher les crises. C'est pas fondamentalement différent. Même quand on est président de la République ou ministre de l'Environnement, il faut sans cesse réintégrer la connaissance dans l'action de tous les jours et c'est pas facile. Professeur Colombier, je crois que vous vouliez ajouter un complément de réponse. Oui, juste un complément à ce que vient de dire Laurence. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est c'est pas uniquement la question des politiques en fait, c'est bien aussi la question de qui est-ce qu'ils ont en face d'eux. Ils ont en face d'eux une société civile, ils ont en face d'eux des entreprises, on l'a dit, etc. Et donc la question du temps politique, les 5 ans de mandat, etc., c'est aussi quelque chose qui renvoie à quelle est la demande politique de la part du secteur privé, de la société civile, etc. Et je pense que de ce côté-là, en effet, c'est ce que disait Laurence aussi, les choses sont en train d'évoluer très fort, parce que vous l'avez dit, le changement climatique, on le voit aujourd'hui. Alors ça serait une erreur de penser que c'est à ça qu'il faut qu'on se prépare pour le futur, parce que ça risque d'être bien pire, mais il y a comme une forme aujourd'hui de compréhension que c'est une réalité, que c'est pas juste un truc de scientifique dans les modèles pendant très longtemps, etc. Ce sur quoi les scientifiques ont longtemps, et ils ont raison, c'est leur posture de scientifique, était prudent de nous dire que Cynthia, c'est comme le changement climatique, mais on ne peut pas vous dire que c'est le changement climatique. Il y avait la question de l'attribution. En effet, événement par événement, l'attribution, elle est compliquée. Quand les événements arrivent tous les jours, on commence à dire, bah, voyez, c'est ça qui est en train de nous arriver. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, très rapidement, je pense qu'on a eu un panorama ici de cette question de la temporalité qui est très importante, parce que je parlais des vulnérabilités. Par exemple, vous avez parlé de cette culture du risque, etc. Ces vulnérabilités, elles s'inscrivent à la fois dans des infrastructures. On a changé nos façons d'habiter, on a changé nos façons de construire, sur les îles françaises aussi. On est allé construire au bord de l'eau, on a bétonné, etc. Tout ça, c'est pas solide, ça n'a aucune résilience. Et on a changé aussi nos façons d'être en société. Vous y référence à ça, c'est-à-dire des cultures de risque, des cultures d'alerte, etc. Ça veut bien dire que dans les réponses, il y a toute une gradation. C'est tout des réponses à court terme, c'est-à-dire c'est maintenant qu'il faut agir. Mais il y a toute une gradation de réponses entre des choses qui vont être de l'ordre de réponses qui se mettent en œuvre très vite, qui seront efficaces très vite, en particulier ce que vous disiez sur retrouver une culture, une éducation des gens, et puis des choses, je pensais aux feux de forêt par exemple, aujourd'hui nos forestiers travaillent sur c'est quoi la forêt de demain. Il est évident qu'il va falloir replanter des arbres différents, qu'il faut qu'on arrête un certain nombre de monocultures qu'on a fait, etc., pour faire des forêts qui seront à la fois capables de résister au changement climatique et à la fois de survivre différemment à des feux de forêt, etc., etc. Donc c'est tout un ensemble en fait de décisions qui sont à prendre, entre des décisions qui vont très vite atténuer des risques et qui tiennent du logiciel avec lequel on fonctionne et dont vous avez beaucoup parlé. Et puis des choses qui vont avoir des impacts à beaucoup plus longtemps, parce que changer les arbres dans les forêts, ça va prendre un certain temps, évidemment. Est-ce qu'il y a une toute dernière question dans la salle ? Je ne souhaiterais frustrer personne. Non ? Dans ce cas, je vous propose que nous remercions chaleureusement nos intervenants, Madame Toubiana, le professeur Colombier, le préfet Thirion, le préfet Gustin, le colonel Boilam, Madame Duarte qui s'est également exprimée. Les remercier, les applaudir pour cette table ronde. Et puis également vous dire qu'il y a tout de suite après une deuxième table ronde organisée par l'Institut des hautes études du ministère intérieur consacrée aux conséquences du changement climatique, mais sous l'angle des flux de population et des migrations. Merci à toutes et tous.